Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 18 « Je surmonte mes peurs ». Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai souvent peur qu'il arrive quelque chose à mes filles, de ne pas être à la hauteur au travail, d'être critiquée ou encore d'être exclue d'un groupe. Parfois, je me demande si ces peurs sont réelles ou au contraire, si elles ne sont que le fruit de mon imagination débordante. Et d'ailleurs, elle est vraiment débordante. Et là, ça me chicote. Tout d'abord, comment savoir si une peur est réellement fondée? Et aussi, comment faire face à mes peurs pour qu'elles ne soient pas limitantes dans ma vie? La peur fait partie des émotions primaires et nous en avons parlé dans Bulle de Bonheur numéro 5, je nomme mes émotions. Et nous en avons tous des peurs. Et pourtant, on est assez inégaux devant la peur. Certains d'entre nous sont effectivement plus vulnérables que d'autres. Alors, rappelez-vous du processus émotionnel qu'on avait vu dans le Bulle de Bonheur numéro 9. La peur va naître d'un élément déclencheur, un stimuli externe ou interne. Ça va provoquer des sensations physiques, générer un comportement réactif qui va nous transmettre un message. Alors, comment allons-nous développer tout ça? D'abord, on peut voir que la peur, ça peut être la terreur provoquée par la vision de notre enfant qui va traverser alors qu'une voiture arrive à vive allure. Ça peut être aussi la panique à l'idée d'avoir une maladie grave qui va me mettre une boule dans l'estomac. C'est le stress d'une situation financière compliquée. C'est me sentir bloqué quand je ne me sens pas à ma place. C'est être tétanisé face au vide. C'est l'angoisse, l'inquiétude. Bref, tous ces mots appartiennent au même champ lexical qui est celui de la peur. La peur, donc, elle a plusieurs degrés. Donc, elle va de la peur, l'anxiété, la panique, la phobie, etc. La peur, elle est donc là pour nous signaler un risque, un danger, une menace. Et c'est véritablement sa spécificité. Elle est l'émotion qui va assurer notre survie. Il est donc normal d'avoir peur. Et en fait, le mythe que l'homme peut vivre sans peur, c'est donc bien un mythe. Nous sommes des êtres humains et non des robots, et donc la peur est bien un signe de vie. Physiquement, chacun va manifester la peur différemment. Certains vont trembler, et puis d'autres vont avoir une hausse de la fréquence cardiaque, vont avoir les yeux qui s'écarquillent, la bouche va s'ouvrir, des cris vont s'échapper, une paralysie momentanée. Et puis il y a de nombreuses expressions aussi qui racontent ce phénomène physique. On a la chair de poule, des sueurs froides, on est vert de peur, on a froid dans le dos, on a le sang glacé, le cœur qui bat la chamade. Bref, la peur donne donc une alerte à notre organisme. Celui-ci va se préparer à donner la réponse qui est la plus appropriée. Et ces réponses sont souvent regroupées sous l'appellation anglaise des 3 F pour freeze, flight or fight. En français, se figer, fuir ou attaquer. Alors, comment faire le tri dans nos peurs? Alors, on va les classer en plusieurs catégories. D'abord, les peurs naturelles, qui sont universelles. Alors, toutes les époques en ont. Alors, il y a eu la peur de la vache folle, et la peur des OGM. Il y a aussi toutes les cultures, comme la peur du loup-garou. Et puis, elles sont connues depuis toujours. Elles sont identifiées dans toutes les cultures, donc à chaque époque. L'imaginaire y a sa grande part. C'est aussi toutes les phobies, comme la peur du noir, la peur d'être en avion, la peur des serpents, des chiens, des souris, des araignées, la peur du vide, etc. Un autre type de peur, ça va être la peur des autres. Tout d'abord, la peur de l'autre menaçant, celui qui pourrait éventuellement me faire mal. Cette peur, elle est basée sur des éléments objectifs, qui sont éventuellement amplifiés par notre imaginaire. C'est la peur de celui qui va violer mon intimité, c'est la peur d'être incompris, d'être mésestimé, la peur de rencontrer les autres, la peur du groupe. Il peut y avoir aussi, dans la peur des autres, la peur de la différence. Je peux être déstabilisé par l'autre différent. D'autant plus si moi-même je suis en recherche de cohérence. Je suis du coup de ce fait conscient de mes contradictions et j'ai peur d'affronter le groupe, peur de donner mon avis, de m'opposer aux autres. Un autre type de peur, ça va être la peur de l'avenir. Avec la peur de l'inconnu, peur de la maladie, peur de la mort, de ce qui peut arriver, peur de la souffrance, peur des accidents de la route, peur de l'imprévu, et plus concrètement d'avoir un cancer, la maladie d'Alzheimer, et toutes ces peurs de l'avenir qui peuvent être là. Ensuite, une autre catégorie de peur, ça va être la peur de soi. La peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé par l'autre,
la peur de la sexualité, la peur de l'échec, la peur de l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, même la peur de la peur. Je peux avoir peur des conflits, peur de parler, de m'exprimer, de défendre mes idées, peur de la solitude, peur de faire mal. Les peurs, elles peuvent aussi venir de nos expériences difficiles, de notre histoire douloureuse. Les faits sont terminés, mais les impressions, elles sont restées, elles sont gravées. Nous savons également que quand la peur perd sa fonction de prévention naturelle, c'est-à-dire celle du danger, elle peut devenir un handicap qui nous empêche de gérer la réalité correctement. Notre état de vigilance devient tellement accru qu'en fait, il va se mettre en place sans raison. On a peur, on est anxieux en l'absence de danger réel et nos comportements ne sont plus adaptés. Certains professionnels parlent alors de peurs trafiquées, dans le sens où elles sont tournées vers le passé. Par exemple, je me suis fait mordre par un chien et j'ai maintenant peur des chiens. Ça peut être refoulé. Petit, on m'a dit qu'un garçon, ça ne devait jamais avoir peur. Ou alors raisonner. On explique pourquoi il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et en fait, tout est vraiment bien dans la tête. Cette peur sera qualifiée de pathologique dès lors qu'elle va nous enfermer dans un comportement qui va être répétitif et qui va nous empêcher de vivre de manière heureuse. Elle peut se porter sur un seul objet ou sur un ensemble large d'expériences. On peut parler de monophobie, c'est-à-dire la peur des araignées, la peur de l'avion quand elles sont isolées, ou de phobie généralisée quand elles s'adressent à tout en général, ou que tout fait peur. Dans ces cas dits pathologiques, les réponses elles vont être inadaptées et excessives. Et un des 3 F devient systématique lorsque la situation jugée menaçante se présente, tout comme toute situation qui y ressemble. Ce travail d'identification et d'observation de nos peurs nous aide également à repérer nos stratégies d'adaptation, c'est-à-dire les mécanismes de défense que nous avons mis en place naturellement pour nous protéger. Souvent, ces mécanismes sont défensifs, ils peuvent même être rigides, et n'apportent qu'un soulagement éphémère. Par exemple, si ma défense face à une parole blessante est de me taire, le silence me permet de me protéger sur le moment, mais à long terme, il ne règle en rien ma peur. Prendre conscience de nos mécanismes de défense, qui sont devenus souvent des automatismes inconscients, est un moyen d'identifier des comportements inadaptés et par conséquent, je peux tenter de les modifier. Parlons aussi de tous les messages qui sont transmis par la société ou par les parents ou par des éducateurs. Comme par exemple toutes ces injonctions comme « il ne faut pas avoir peur » ou « mais non, ça ne se fait pas d'avoir peur comme ça, t'es grand maintenant ». Et voilà l'enfant coincé. Soit il cache ce qu'il ressent, soit il continue à exprimer ses craintes, et en fait, il se demande s'il ne risque pas de perdre l'estime de son parent ou de son éducateur. Rappelez-vous aussi, refouler une émotion est le meilleur moyen de la nourrir. Ici, le risque, il est de cristalliser des peurs qui ressurgiront peut-être sans prévenir à la vie adulte. Dans le même registre, en termes éducatifs, un surcroît de protection empêche l'enfant de se confronter à ses peurs. La peur possède une fonction d'éveil et de renforcement de l'identité. Et ce n'est pas par hasard qu'elle est présente dans tant de contes de fées racontés aux enfants ainsi que dans des jeux. L'enfant, en grandissant, aime à éprouver de petites peurs qu'il peut lui-même mettre en scène d'ailleurs, jouer dans le noir ou regarder un film qui fait peur. C'est en y faisant face qu'il apprend à les surmonter et qu'il installe les bases de son assurance. Comme pour toutes les émotions, l'éducateur a de ce fait un rôle important à jouer pour accompagner l'enfant à mettre des mots et à identifier ses propres peurs sans jugement ni rationalisation. Allez, je change de regard. Et si nous apprenions à surmonter nos peurs? Ce qui nous semble important de notre côté, c'est de distinguer la peur, cette émotion fondamentale qui nous permet de nous adapter à notre environnement, de la peur qui est plus subjective et qui va au contraire nous bloquer et donc nous empêcher de nous adapter. Alors tout d'abord, la première étape, c'est identifier nos peurs. Si la peur est souvent mal vue dans notre société, il est important de ne pas la cacher. La peur est loin d'être une marque de faiblesse ou un manque de courage. Exprimer et reconnaître ses peurs sont des étapes indispensables pour arriver à mieux les gérer. C'est en effet par la connaissance de notre peur que nous pourrons trouver le meilleur moyen d'y faire face. Rappelons-nous que tous les artistes ont du trac, que la peur, elle peut aussi nous dynamiser. Et puis surtout, ce qui est vraiment réconfortant, c'est que la peur, nous la vivons tous. Une autre étape, c'est revisiter le passé.
Cette étape va nous permettre de nous comprendre, de nous accepter tels que nous sommes, de dépasser aussi nos blocages et d'éviter la culpabilité. Avoir une réaction, être surréagir par rapport à une situation comme celle, par exemple, de l'enfant qui va traverser la route, si effectivement ça m'est déjà arrivé que mon enfant se fasse renverser par une voiture, il est normal que j'éprouve davantage de peur, en fait, face à cette situation que quelqu'un d'autre. Prendre aussi conscience que la peur nous empêche d'oser. Retrouvons notre envie de changer les choses. Autre point, parler de ses peurs. Et oui, en parlant, on y met des mots. On prend conscience qu'on n'est pas seul. Ça rassure, mine de rien. Ça nous permet d'exister malgré notre faiblesse, ça aide à mieux se connaître, ça aide à mieux se comprendre. Un autre point important, ce n'est pas le plus important, c'est essayer d'être objectif. Regarder la peur en face et souvent la relativiser. Quand on peut, bien sûr. Mais si je prends l'exemple, j'attends avec angoisse un résultat, qu'il soit médical, universitaire ou par exemple pour une recherche de travail. Que puis-je faire ? Quel est mon pouvoir par rapport à cette attente ? Un outil que j'utilise souvent est de se demander si la pierre avec laquelle je construis ma maison est bien réelle ou imaginaire. Dans le cas de cette peur, en attendant mon résultat, que puis-je faire ? En fait, rien. Tout est joué. Mon sang est dans le tube à essai, mon examen sur le papier chez le correcteur et le choix pour le job dans les mains du recruteur. Il est important aussi de noter que nous sommes tous, à plus ou moins grande échelle, les héritiers de peurs ou de blessures existentielles qui ont été identifiées par Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'humiliation, la peur de l'injustice et la peur de la trahison. Étant donné que toutes ces peurs sont souvent inconscientes, connaître l'existence de ces différentes formes peut nous aider à les surmonter et surtout à repérer quelles sont les peurs profondes qui se cachent derrière des peurs plus apparentes, comme celle par exemple de parler en public ou la peur de décevoir, peur de la mort, du regard des autres, etc. Alors interrogeons-nous. Toutes nos peurs, elles sont réelles, elles sont imaginaires ou elles sont archaïques ? Se confronter à la peur, c'est pas si facile. Une chose par contre est certaine, c'est que la peur, elle diminue si on adopte une attitude active. Si par exemple, je prends l'exemple, je suis timide, je peux commencer par exemple par lire en public ou m'approcher de petits groupes. Nous sommes toujours dans la politique des petits pas. Se donner de petits objectifs, les réussir et aller un peu plus loin. Rappelez-vous, un escalier se monte marche par marche et non du rez-de-chaussée au premier étage en un bond. Physiquement, il y a aussi quelques petites clés qui sont là pour nous aider à faire baisser la tension provoquée par la peur. De nombreux professionnels ont démontré que la relaxation musculaire ainsi que la méditation pouvaient aider car lorsque la respiration est plus lente et le corps détendu, il est difficile de ressentir de la peur. Faire appel à la visualisation est aussi une ressource précieuse. Diriger sa pensée vers des images ou des sensations positives peut agir efficacement sur la peur. Le cerveau ne peut pas gérer plusieurs tâches à la fois. Donc, se recentrer sur des images qui nous font du bien va préserver le cerveau de l'intrusion de pensées négatives. Donc, pensons des belles natures, à des personnes que l'on aime, à des animaux qu'on apprécie. Dès lors que l'image nous apporte joie, sérénité et bien-être, elle va être une excellente antidote aux pensées désagréables générées par la peur. Il existe aussi de nombreux accompagnements comme la sophrologie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique comme la PNL, les thérapies comportementales et cognitives, les TTC, pour nous aider à affronter nos peurs si on n'arrive pas à s'en sortir seul. En fait, où que nous en soyons dans notre travail sur nos peurs, il est essentiel de se rappeler que la politique des petits pas est le chemin le plus sûr pour avancer. Je me répète, mais en fait, c'est tellement important. Pas besoin de changements radicaux. Exerçons-nous juste à poser de petits actes et fixons-nous de petits challenges courage pour nous aider à progresser. Ça vaut vraiment le coup. Et hop, je me lance. Comme toutes les émotions, la peur est un signal envoyé par notre cerveau. Elle nous est donc bien utile. 2. La peur a pour fonction de nous avertir d'un danger et nous procure l'énergie nécessaire pour nous faire réagir. Par contre, elle peut être aussi un réel handicap et nous empêcher d'avancer sur notre chemin de vie. 3. Soyons bien attentifs à nos peurs. Les identifier, les nommer et les accepter sont nécessaires pour ensuite passer à l'action.
c'est-à-dire trouver des moyens appropriés pour y remédier. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour identifier une de vos peurs. Nommez-la, repérez par quel signe elle se manifeste dans votre corps et quel est votre comportement réactif. Ensuite, demandez-vous si votre comportement est adapté. Vous verrez, je suis sûre que vous regarderez la peur différemment. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.